Bien, nous allons maintenant nous intéresser à l'éco-épidémiologie, c'est-à-dire l'impact de l'environnement sur l'émergence et la dissémination des épidémies. Alors, un paramètre très important pour caractériser un agent pathogène et surtout pour prévoir l'évolution d'une épidémie, c'est le taux de reproduction, donc R, ce qu'on appelle aussi le coefficient de multiplication. Donc, c'est le nombre moyen de cas d'infection secondaire causés par un individu infecté dans une population. Et donc, si R est supérieur à 1, l'épidémie se répand, si R est inférieur à 1, elle régresse. Alors, on parle de taux de reproduction de base, R0, si la population est totalement susceptible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vaccination, de mémoire immunologique. Donc le R0, c'est vraiment un indicateur de base qui permet de comparer différents agents pathogènes. Mais rappelez-vous bien que le R en nature et le R0 sont deux choses tout à fait différentes. Donc Ebola, par exemple, un R de 2, le HIV de 4, le SARS est entre 3 et 4, les oreillons sont à 10, la rougeole est parmi les maladies infectieuses les plus contagieuses avec un R de 18. Alors, un grand intérêt de R0, c'est que ça permet notamment de calculer la fraction d'une population qu'il faut vacciner pour bloquer le développement d'une infection. Donc la formule est simple, la fraction d'une population à vacciner est égale à 1 moins 1 sur R0. Donc si R0 est égal à 3, 1 moins 1 sur 3, on est à 0,66, soit 66% de la population à vacciner. Alors évidemment, dès que le R augmente, le pourcentage de la population à vacciner augmente également. Donc déjà pour un R0 égal à 5, on est à plus de 80% de la population. Alors évidemment, pour des agents pathogènes comme la rougeole ou même la malaria qui a un R plus grand que 100, on peut arriver à plus de 90-99% de la population à vacciner. Alors pourquoi est-ce que par exemple ici la malaria a un R aussi élevé? Tout simplement parce que les individus sont infectés pendant très très longtemps. Donc ils servent de réservoir à l'agent pathogène, ils peuvent être piqués pendant parfois des dizaines d'années par des moustiques, et donc l'agent pathogène peut disséminer pendant très longtemps. Donc le R est notamment dépendant du temps d'infection de l'individu. Donc le R va dépendre de l'agent pathogène, notamment de ses mécanismes d'échappement. Plus longtemps il persiste dans l'hôte et plus il y a de chances d'avoir une transmission à d'autres personnes, et donc plus le R augmente. Mais il va également dépendre de l'environnement et de l'hôte. Et donc, ce sont ces trois éléments qui évoluent en permanence, qui vont rendre très complexe la dynamique d'une épidémie. Et donc, ça nous amène à l'idée de ce qu'on appelle une médecine écologique, au sens où il faut prendre en compte l'environnement pour comprendre l'évolution des épidémies. Ce n'est pas du tout une idée nouvelle. Déjà à l'époque d'Hippocrate, ce principe avait déjà été évoqué. Donc dans des airs, des eaux et des lieux, il avait déjà insisté sur l'importance des rapports entre une population et son environnement pour déterminer l'évolution d'une épidémie. Donc R est par exemple dépendant du nombre d'opportunités de transmission. Et donc, il est très dépendant de la densité de population de l'hôte. Alors, une conséquence intéressante, c'est qu'on estime qu'il est très rare qu'une épidémie puisse décimer, éliminer complètement une population. En effet, la chute de la densité de l'hôte va forcément réduire le nombre d'opportunités de transmission, et donc le R. Et donc à terme, si le R à partir d'un certain moment devient plus bas que 1, le pathogène est censé progressivement disparaître. Donc il y a toujours un équilibre à ce niveau-là qui peut s'établir avant la disparition de la population. Alors c'est quand même faux dans deux cas. Il y a des cas d'extinction d'organismes vivants qui ont été documentés suite à des épidémies. Donc les deux cas qu'on connaît, c'est si le pathogène affecte la fertilité sans induire une mortalité, donc il ne fait pas disparaître son réservoir, mais il va l'empêcher de se reproduire. Donc là on peut avoir une extinction. Ou si le pathogène dispose d'un réservoir
qui est autre que l'autre. Donc là, si on a un réservoir avec un portage sain, par exemple chez un animal, eh bien on peut avoir une élimination quasi complète d'un hôte, un autre réservoir, tant qu'il reste un réservoir, je dirais, secondaire, qui n'impacte pas la transmission et la persistance de l'agent pathogène dans l'environnement. Alors, pour comprendre l'impact de l'environnement, les zoonoses sont un très très bon point de départ. Donc, sur les 1407 agents pathogènes qui infectent l'humain, on en a 816, donc 58% qui sont d'origine animale, qui sont donc ce qu'on appelle des zoonoses. Et donc, 58% des agents pathogènes qui nous infectent sont transmis soit par la faune sauvage, soit par le bétail, les animaux d'élevage, soit de manière directe, soit via des insectes vecteurs. Là, on parle de maladies vectorielles. Et une fraction de ces agents pathogènes sont ensuite capables de disséminer d'humain à humain. Alors, il existe un continuum dans l'adaptation d'un agent infectieux à l'humain. C'est pas quelque chose qui se fait d'un pas. Donc, généralement, on considère que, à la base, dans le cas des zoonoses, l'agent pathogène est uniquement adapté à l'animal. Et suite à l'augmentation des contacts avec l'humain, on va progressivement avoir une possibilité d'infection d'abord de l'humain, puis ensuite de dissémination d'humain à humain. Mais gardez en tête que c'est un processus qui ne se fait pas, qui est très graduel. On a une adaptation progressive. Donc si je prends par exemple le cas du SARS-CoV-2, où il était clairement déjà adapté à une transmission interhumaine quand on l'a détecté, et on a pu observer par exemple avec les variants en moins d'une année, l'apparition de variants qui étaient déjà plus contagieux. Et donc on a une adaptation progressive de l'agent pathogène à la population qui l'infecte. Ça, c'est un phénomène qui est tout à fait normal. Alors évidemment, réduire la dissémination de l'agent infectieux chez l'animal, ça va permettre de réduire le risque d'épidémie humaine. Et ça réduit également l'impact de l'épidémie chez l'animal, ce qui peut être crucial au niveau économique dans le cas du bétail. Donc, on a toujours, avant d'avoir une épidémie humaine, généralement une forte épidémie animale. Étant donné que ce sont les contacts avec l'animal qui vont déterminer l'infection humaine, plus il y a d'animaux infectés, plus la probabilité d'avoir une transmission à l'humain augmente. Donc, la meilleure manière de gérer les zoonoses, c'est toujours d'intervenir sur l'animal et d'intervenir le plus rapidement possible pour éviter une infection en masse de l'humain et l'adaptation de l'agent pathogène à l'humain, ce qui lui permet ensuite d'infecter d'humain à humain et donc d'induire le développement d'une épidémie, voire même d'une pandémie. Alors, au niveau adaptation à l'humain, un point qui va être absolument critique, c'est la fréquence de contact. Et cette fréquence de contact, elle est très variable en fonction des environnements. Donc il est évident qu'en fonction du fait que vous viviez dans un environnement urbain, à la campagne, ou que vous travaillez par exemple dans des élevages, la fréquence de contact avec l'animal va être extrêmement différente. Donc je vais prendre 3 exemples de pathologies infectieuses pour vous montrer l'importance de la gestion de l'environnement pour contrôler les épidémies. Donc l'échinococcose kystique, la grippe aviaire et la brucellose. Donc on va commencer par l'échinococcose kystique ou hydatidose. Donc il s'agit d'un helminthe parasite qui infecte principalement les herbivores comme le mouton et les carnivores comme le chien. Donc les herbivores s'infectent en consommant les œufs qui sont présents dans l'environnement, donc notamment sur l'herbe, sur les végétaux. Ces œufs sont très résistants, ils peuvent persister parfois 1 année, 2 années dans l'environnement, donc ils sont vraiment contaminants. Une fois les herbivores infectés, on va avoir un nouveau cycle formation d'un kyste. Donc la seule manière pour le cycle de continuer, c'est qu'un carnivore consomme de la viande de mouton crue.
Donc, une fois le carnivore infecté, les œufs vont donner naissance au ver adulte qui va pondre les œufs chez le carnivore, eux qui vont disséminer dans l'environnement. Alors l'humain est un hôte accidentel. Lui, il va s'infecter principalement par les œufs, soit par exemple en caressant des chiens ou par contamination au niveau de l'environnement, et principalement au contact des chiens. Alors, l'échinococose est une maladie qui est difficile à détecter dans le sens où il n'y a pas énormément de symptômes visibles au départ de l'infection. Elle passe souvent inaperçue, mais elle peut avoir des conséquences assez importantes. Donc on va avoir principalement chez l'hôte qui est infecté par les œufs la formation de kystes. Ces kystes vont évidemment grossir et induire des compressions anatomiques, donc des lésions tissulaires, et en cas de rupture de kyste, il y a un risque important de choc anaphylactique. Alors la distribution de cette pathologie est très hétérogène. Vous voyez ici sur la carte que certains pays sont beaucoup plus infectés que d'autres. Donc on va juste s'intéresser ici aux facteurs qui vont déterminer la distribution de l'échinococose. Donc on en trouve notamment au Maroc, principalement ici dans le nord du Maroc, avec une incidence extrêmement forte. Alors pourquoi? Je prends juste cet exemple-là. En fait, sur les 900 abattoirs du Maroc, la majorité ne respecte pas les normes d'hygiène de base qu'on va retrouver dans le nord de l'Europe. Alors, par normes d'hygiène de base, je veux dire simplement ici que, par exemple, il n'existe pas de système d'élimination des abats, et les abats sont simplement poussés dans des rigoles qui finissent dans des bennes à ordures à l'extérieur, et les chiens ont parfaitement accès en fait aux abattoirs et peuvent en fait se nourrir à la fois dans ces rigoles et également dans les bennes à l'extérieur. Donc, faute d'un contrôle efficace des abattoirs, on permet aux chiens de s'infecter à partir de viande de mouton crue. Alors, un gros problème également pour lutter contre ce type de cycle infectieux, c'est la capacité d'informer les gens travaillant dans les abattoirs. Donc, au Maroc, en 2014, on avait un taux d'analphabétisme qui est encore très élevé, 32%, principalement chez les adultes et les personnes âgées, qui sont parmi les personnes les plus nombreuses à travailler dans ces abattoirs. Donc, c'est très difficile dans ces conditions-là, ça fait partie des conditions environnementales, de sensibiliser la population et de lui expliquer ce qu'est cette maladie, quelles sont ses conséquences sur le long terme et comment s'en protéger. Donc on peut s'en protéger très simplement en bloquant l'accès des chiens aux abattoirs. Et donc, cette mesure très simple, si elle n'est pas réalisée faute d'éducation, faute d'infrastructures adéquates, permet tout simplement au cycle de se réaliser dans le pays. Alors que dans les pays du nord de l'Europe, ces simples mesures de sécurité permettent d'empêcher complètement la persistance de cette infection. Alors, un autre point qui joue également, c'est l'abondance de chiens sans maître, ce qu'on appelle les chiens marrons ou chiens férales, et également de chacals. Donc les chiens traînent autour des abattoirs, traînent sur les marchés, ils sont souvent nourris directement par les abats dans les marchés, et donc ces chiens sans maître ne sont pas traités, ne sont pas vermifugés, et donc peuvent facilement s'infecter en allant consommer de la viande contaminée sur les marchés ou dans les abattoirs, et ils vont également disséminer les œufs un peu partout, et également autour des élevages, ce qui va permettre aux moutons de s'infecter. Donc, le principal problème ici, c'est cet exemple souligne l'importance des infrastructures sanitaires, et aussi de l'éducation dans le contrôle des épidémies. Donc, on est ici face à une épidémie qui serait parfaitement contrôlable. On n'a même pas besoin d'un vaccin, c'est juste une gestion de l'environnement, mais dans certains pays, on échoue faute d'infrastructures sanitaires et d'éducation suffisante. Alors, je vais prendre un deuxième exemple de zoonose avec la grippe aviaire, qui est due au virus influenza. Donc, je vous ai déjà présenté ce virus. Je vous rappelle, virus influenza A, virus AP+, transmission par aérosol. Principal réservoir, ce sont les oiseaux sauvages. Et à partir de là, possibilité d'infecter les élevages de volailles
ou les élevages de porcs, ce qui donne naissance à grippe aviaire et grippe porcine, et en fonction des contacts avec l'humain, développement de grippe chez l'humain. Donc génome en 8 pièces, et évolution du génome du virus par mutation ponctuelle ou par réassortiment de gènes. Alors on va prendre le cas de la Chine. Donc en Chine, une caractéristique au niveau économique, ça a été l'augmentation exponentielle du nombre d'élevages de poulets. Donc on a une multiplication par 25 entre 1965 et 2013 du nombre de poulets élevés en Chine. Et principale conséquence, ça a été une multiplication des épidémies de grippe aviaire. Donc on a 5 milliards de volailles en Chine, et qui sont élevées dans 20 millions de fermes. C'est gigantesque. Et on a aussi, surtout, une très grande diversité au niveau des fermes. Donc on a des structures assez familiales qui sont ouvertes, comme ici, ou des structures fermées, beaucoup plus industrielles, en milieu clos. Alors, ces deux types de structures ont des avantages et des inconvénients. Les structures ouvertes, les animaux sont généralement en meilleure santé, moins stressés, ils sont plus dans un milieu naturel. Par contre, ce milieu ouvert permet des infections provenant de l'extérieur. Donc le passage notamment de virus de la grippe, des oiseaux sauvages aux animaux d'élevage. Dans un milieu clos, ce passage du virus de la grippe des animaux sauvages aux animaux d'élevage est fortement réduit. Par contre, on est dans un milieu beaucoup plus stressant pour l'animal, où la densité d'individus est très supérieure. Et donc là, si un virus pénètre dans ce milieu-là, apporté par exemple par l'humain, on a évidemment une possibilité de dissémination, de multiplication du virus qui est énorme, et donc ça devient alors un véritable incubateur pour le virus. Alors une autre caractéristique de la Chine, c'est la structure de vente de la viande, qui est assez caractéristique. Donc en plus des ventes à l'étal où on vend des pièces de viande, on a énormément de marchés de volailles vivantes, ce qui existe maintenant très peu en Europe. Donc c'est en partie culturel. Les Chinois aiment acheter des animaux vivants parce qu'en fait pour eux ça leur permet de vérifier si l'animal est en bonne santé avant de le consommer. Alors le problème de ces marchés vivants, c'est qu'évidemment on a beaucoup de contacts entre la volaille et les humains, parce que les humains achètent la volaille vivante et la gardent parfois plusieurs jours chez eux avant de la consommer. Mais également, ces marchés permettent de mixer, entre guillemets, des gènes de différents virus. Donc, on a pratiquement 9000 marchés de volailles vivantes en Chine, et ces marchés sont fortement interconnectés par rapport aux élevages. Et donc, sur un même marché, vous allez retrouver des animaux provenant de plusieurs élevages. Et donc sur ces marchés, on a des possibilités d'infection des animaux par plusieurs virus. Et donc, possibilité de réassortiment de virus et création de nouveaux virus infectieux, qui sont en contact avec l'humain. Donc, de nouveau ici, la structure, je dirais, de l'environnement en Chine fait que la Chine est un excellent incubateur pour l'émergence, la dissémination de nouveaux agents infectieux de type virus de la grippe. Donc Chine, écosystème extrêmement propice à l'émergence et à la dissémination de nouveaux variants du virus de la grippe. Donc je vais prendre un exemple, le nouveau virus influenza A H7N9, qui causait la grippe aviaire. Donc il était détecté en 2013 à Shanghai. Il avait une virulence qui était faible chez l'oiseau, par contre elle était haute chez l'humain. Et le virus est devenu hautement virulent pour les oiseaux en 2017, suite à des mutations, des réassortiments. Alors, vous pouvez voir ici l'évolution du nombre de cas d'infection humaine en 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et donc, en fait, ici, vous avez la première apparition du virus. Là, vous avez eu à chaque fois, de manière saisonnière, une infection au niveau de l'humain, avec une mortalité très importante. Donc 20 à 30% de mortalité, c'est gigantesque pour une infection par la grippe. Mais ici, la Chine, en fait, a attendu
le moment où le virus est devenu agressif pour la volaille, pour agir, il y avait un risque économique. La Chine alors a décidé de réagir et a vacciné en masse la volaille. Alors, conséquence positive de ça, évidemment, on a contrôlé l'infection chez la volaille, mais on a également contrôlé de manière très importante l'infection chez l'humain. Donc ici, ça vous montre bien que dans le cas d'une zoonose, agir sur l'animal protège l'humain. Donc agir sur l'environnement va protéger l'humain de l'épidémie. Ça, c'est le point positif. Le point négatif qu'il faut quand même souligner ici, c'est le fait que la Chine n'a pris la décision de vacciner sa volaille qu'à partir du moment où il y a eu un risque économique. Le risque sanitaire pour l'humain, qui était déjà présent depuis 2013, n'a pas vraiment été pris en considération. Ce qui est relativement criminel quand on pense que un virus de la grippe peut évidemment disséminer hors de Chine et déclencher une pandémie au niveau mondial. On a vu ce que ça donne avec le SARS-CoV-2. Ici, par exemple, avec le H7N9, on avait affaire à un virus qui n'était pas contagieux d'individu à individu, mais qui aurait pu le devenir et qui avait une mortalité qui était extrêmement élevée. Alors, ici, je vais juste vous montrer en dynamique l'évolution de l'épidémie, donc par rapport à la carte Chine. Donc ici, vous voyez la dissémination au cours du temps de l'épidémie. Et vous allez voir qu'à partir de 2000, ici on est à peu près, on est à 2015, 2016, à partir de 2017, vous avez une dissémination qui en fait a déjà concerné pratiquement toute la Chine et même le Japon. Donc on est passé à un stade de dissémination très important. Et la vaccination en 2017 a permis de complètement contrôler l'épidémie. Alors, un point important également, c'est que cette vaccination a fortement réduit la diversité des variants. Donc ici, vous avez l'évolution de 2013 à 2018 des différents variants du virus de la grippe H7N9. Vous voyez la diversification des variants, c'est classique pour ce type de virus. Et vous voyez l'impact ici qu'a eu la vaccination. On a cassé cette diversité. Maintenant, il faut souligner que tous les variants, évidemment, n'ont pas été affectés de la même manière par la vaccination. La majorité ont été très bien contrôlés, mais certains ont réussi quand même à devenir résistants au vaccin. Donc, toujours garder en tête que la diversité des agents pathogènes est une des meilleures manières en fait d'échapper à la fois à la réponse immunitaire, mais malheureusement au vaccin. Face à un agent pathogène qui varie beaucoup, en général, les vaccins sont très efficaces au départ, mais perdent progressivement leur efficacité. Et donc il faut généralement, en plus de la vaccination, avoir des méthodes de contrôle de la dissémination de l'agent pathogène. Donc, en résumé, en Chine, les élevages comme incubateurs qui accélèrent l'évolution des agents pathogènes, ils peuvent favoriser le saut d'espèces, l'impact du transport et de la viande d'animaux vivants, qui augmente les contacts entre animaux de différentes origines et favorise les réassortiments de virus et les infections humaines, et l'importance de la surveillance, de la biosécurité et de la vaccination dans le contrôle des épidémies et dans la prévention des pandémies. Alors j'insiste sur un point, parce qu'on a toujours tendance à présenter la vaccination comme la panacée. La vaccination seule ne peut suffire à contrôler les épidémies de grippe aviaire. Ça c'est clairement établi, parce qu'il est impossible notamment de vacciner évidemment les oiseaux sauvages. La vaccination, elle n'est spécifique que pour un sous-type, donc il est beaucoup trop coûteux de la réaliser pour chaque sous-type et pour chaque nouveau variant, surtout dans les pays pauvres. Et alors la vaccination, en tant que pression de sélection, peut accélérer l'apparition de nouveaux variants. Donc pour toutes ces raisons, il faut absolument associer la vaccination à la biosécurité, à toute une série de mesures de contention de l'épidémie. Donc, biosécurité, mais également aussi abattage de masse. Et ça implique des profonds changements socio-économiques. Parce qu'il faut évidemment, si on pratique les abattages de masse, qu'il y ait un remboursement des éleveurs par l'État.
Alors de nouveau, ça cause problème dans certains pays où l'État n'a pas les moyens financiers de rembourser les éleveurs. Donc on va voir un troisième et dernier exemple de zoonose avec la brucellose, on appelle aussi la fièvre de Malte. Donc c'est une infection qui est transmise par les animaux d'élevage à l'humain. L'humain est un hôte accidentel, il n'y a pratiquement aucune transmission d'humain à humain, de très rares cas. La très grande majorité des cas viennent d'infections à partir de l'animal, soit par des contacts directs avec des aliments qui ont été, ou de la viande infectée, soit via la consommation d'aliments non pasteurisés, donc par exemple des fromages et du lait. Alors la répartition de la brucellose, c'est principalement de nouveau dans le sud, pour des raisons de gestion des élevages. La brucellose a pratiquement été éradiquée dans les pays du nord de l'Europe. Donc la brucellose est due à une bactérie, Brucella. C'est une bactérie qui est intracellulaire, qui va infecter principalement les cellules de type phagocyteur et qui va être capable de persister dans ces cellules. Donc je ne vais pas entrer ici dans le détail des mécanismes d'échappement de Brucella, mais elle dispose en fait de la capacité de dévier le trafic vacuolaire. Donc elle, quand elle est phagocytée, elle va en fait dévier le trafic de la vésicule pour aller coloniser le réticulum endoplasmique. Et donc elle ne va pas rester dans le circuit menant au phagolysosome. Alors les symptômes de la brucellose sont relativement proches de ceux des infections de type grippe, donc ils ne sont pas du tout évidents à détecter. Ils sont également très hétérogènes chez l'individu. Dans les symptômes les plus courants, on retrouve de la fièvre, des faiblesses, des douleurs, donc rien de très spécifique. Par contre, c'est une infection qui, sur le long terme, peut avoir des conséquences graves. Donc c'est une maladie dite débilitante. C'est principalement la réponse immunitaire chronique inflammatoire contre la bactérie qui va causer ces dégâts. Alors, je voulais surtout ici parler du contrôle de la brucellose. Donc on dispose de vaccins contre la brucellose, vaccins qui sont efficaces chez l'animal. Je vais vous expliquer ici qu'en fait, il existe deux niveaux de contrôle, et c'est souvent le cas pour beaucoup de zoonoses. C'est le contrôle par la vaccination. Là, ça permet de réduire la dissémination, la présence de l'agent pathogène. Et puis on a également un contrôle par d'éradication de la brucellose. Alors, ce niveau d'éradication, qui n'a été réalisé que dans les pays du nord de l'Europe, nécessite des tests réguliers dans les troupeaux, l'abattage des troupeaux où on découvre des animaux infectés. Dans les pays qui peuvent se permettre des politiques d'abattage des troupeaux, donc où le remboursement par l'État est possible, où il est possible de réaliser des tests régulièrement sur les troupeaux, on peut parfaitement contrôler la brucellose. Le vaccin réduit la présence de la brucellose et on peut l'éradiquer en éliminant les troupeaux infectés. Mais de nouveau, c'est une politique qui dépend très fortement de l'État et des infrastructures, et également de l'éducation. Donc l'incapacité de l'État à indemniser les éleveurs peut empêcher l'éradication de la brucellose dans de nombreuses régions du monde, et ce, en dépit de l'impact important à la fois sur la santé humaine et sur l'économie. Parce que les infections par brucella, au niveau du bétail, occasionnent énormément de pertes, notamment via les avortements. Donc nous avons vu la manière dont l'environnement peut affecter les contacts entre l'animal et l'humain, donc l'adaptation d'un agent pathogène à l'humain. On peut évidemment maintenant voir l'impact de l'environnement sur la dissémination interhumaine. Donc cette dissémination, c'est évident, elle est dépendante de la densité de population, mais également des moyens de transport qui sont disponibles, et qui varient évidemment fortement à travers le monde. Alors un phénomène qui, au niveau du contrôle des maladies infectieuses, est extrêmement inquiétant, c'est l'augmentation du trafic aérien. Donc on a observé un doublement du trafic aérien tous les 15 ans. Donc en 2018, on est à 4,3 milliards de passagers, plus de 38 millions de vols. Donc le monde est devenu extrêmement interconnecté. On a un réseau extrêmement dense qui permet la dissémination des agents pathogènes. Et donc ça a des conséquences très importantes sur la dynamique des épidémies, mais également sur les stratégies qu'on peut utiliser pour les contrôler.
Donc je prends vite deux exemples, la pandémie de H1N1 de 2009, donc virus influenza. Donc le virus H1N1 a été détecté en avril 2009 en Amérique. Vraisemblablement, c'est un virus qui a émergé à partir d'élevage de porcs. En moins de 3 mois, l'OMS décrétait la pandémie mondiale. Donc 3 mois pour disséminer et devenir une pandémie. Pandémie de SARS-CoV-2, on est toujours dedans. Donc vous savez que le SARS-CoV-2 a émergé, en tout cas devenu détectable à Wuhan en décembre 2019. De nouveau, en 3 mois, 11 mars, l'OMS a déclaré la pandémie mondiale. Alors ici, ce sont des données très différentes de celles que je vous ai montrées pour le H1N1. Dans le cas du H1N1, il s'agissait des reports d'infection. Ici, il s'agit de données rétrospectives. Donc, ce sont les détections par PCR sur des échantillons de sang, mais qui ont été réalisées parfois plusieurs mois, entre guillemets, après la détection des infections. Donc ça permet d'avoir une lecture beaucoup plus fine de la dissémination de l'épidémie. Et donc ce qu'on peut déjà voir ici sur ces données-là, c'est qu'en fait, dès janvier 2020, l'épidémie était déjà présente en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Sud. Donc si l'OMS avait disposé en fait de ces données, évidemment c'était des données rétrospectives, elle ne les avait pas, mais si elle avait disposé de ces données, on aurait déjà pu quasiment déclarer l'état de pandémie après 1 mois. Donc ça vous montre bien l'extrême rapidité aujourd'hui de la dissémination d'un agent infectieux. Donc dans un monde interconnecté, à partir d'un certain niveau de contagiosité, les épidémies vont systématiquement se transformer en pandémies, et donc en menace globale pour l'ensemble des populations humaines. Alors cette rapidité de dissémination, elle va invalider la stratégie vaccinale. Donc jusqu'à présent, pour contrôler les épidémies émergentes, on utilisait évidemment la vaccination quand on arrivait à développer un vaccin, et il fallait 7-8 ans en moyenne pour développer, produire et surtout valider un vaccin. Et donc en absence de traitement spécifique, quand on a une épidémie qui dissémine très vite, évidemment il ne reste que le dépistage, la quarantaine et la distanciation sociale. Alors dans le cas du SARS-CoV-2, on a été très très vite pour produire un vaccin. J'insiste sur le fait qu'il n'y a pas eu de recherche scientifique pour le produire, notamment ce qui a permis d'aller vite. Les vaccins Moderna, Pfizer ont été designés en 48 heures. Donc on a mis en fait 1 année pour produire, tester, valider le vaccin. Extrêmement rapide, mais ça a quand même pris 1 année, ce qui n'a pas permis d'empêcher 1,4 million de morts, et il faudra bien plus d'1 année pour vacciner toute la population humaine. Donc, même si on a été très rapide pour produire un vaccin avec le SARS-CoV-2, c'est quand même pas une réponse très efficace vis-à-vis d'une pandémie. Alors maintenant, j'aimerais aborder le problème en fait des modifications environnementales. Donc, si l'environnement a un rôle extrêmement important dans l'émergence, la dissémination des épidémies, le changement climatique, par exemple, va avoir clairement un impact sur la dissémination des agents pathogènes. Donc on peut prendre l'exemple du West Nile virus. C'est un arbovirus qui est transmis par un insecte piqueur, donc maladie vectorielle. Donc on a commencé à s'y intéresser, notamment suite à une grande épidémie qui a eu lieu aux USA en 1999. Donc ici vous voyez l'évolution de l'épidémie entre 2000, 2001 jusqu'à 2006. Donc ici, comme on a affaire à un insecte vecteur, on n'a évidemment pas une dissémination de l'agent pathogène en quelques semaines, quelques mois. Mais la répartition de l'insecte vecteur va déterminer les zones où l'épidémie peut se développer et persister. Donc, ce qui est maintenant bien documenté, c'est le fait que le réchauffement climatique va impacter l'aire de répartition des insectes vecteurs. Donc on peut par exemple regarder l'impact qu'aura le réchauffement climatique, l'impact qu'il a aujourd'hui, mais qu'il aura également dans les prochaines années, sur par exemple la répartition du vecteur en Europe, du vecteur du West Nile virus. Donc là vous avez la carte en 2014, voilà la carte prévue pour 2025 et pour 2050.
Donc, comme vous voyez, une large majorité de l'Europe va devenir infectée par ce virus, simplement parce que l'aire de répartition de son vecteur a changé. Donc on va être confronté en Europe dans les années à venir, suite au réchauffement climatique, à toute une série de nouveaux agents infectieux, surtout des agents transmis par des vecteurs insectes. Et vous pouvez voir ici par exemple l'évolution du moustique tigre, qui est le vecteur pour chikungunya, la dengue et Zika en France. Donc 2006, 2010, 2014, 2018. Donc on ne parle pas au futur, hein. Là on est dedans en ce qui concerne l'impact du réchauffement climatique sur la transmission de ces agents pathogènes. Donc de plus en plus d'études montrent que la perturbation de la biodiversité a un impact sur la fréquence des épidémies. Donc dans cette étude, par exemple, ce que les auteurs ont fait, c'est de mesurer la présence d'agents pathogènes chez des espèces animales en fonction du type d'environnement. Donc un environnement plus ou moins naturel ou un environnement urbain. Et donc ils ont découvert que chez certains animaux, dont les oiseaux, les chiroptères et les rongeurs, on a une augmentation assez importante de la fréquence d'agents pathogènes détectés chez l'animal en fonction du type de milieu, et donc du niveau de biodiversité. Plus la biodiversité est réduite, plus on va vers un environnement urbain, plus ces animaux sont infectés. Et donc plus le risque, suite à des contacts avec ces animaux, est élevé que l'humain acquiert de nouveaux agents pathogènes. Alors je prends la maladie de Lyme rapidement comme exemple. Donc c'est une zoonose de la bactérie spirochète Borrelia burgdorferi. Le vecteur, c'est la tique du genre Ixode. Vous voyez ici l'aire de répartition, principalement le nord de la planète. Donc c'est la tique qui va transmettre l'infection. Les tiques se nourrissent sur toute une série d'hôtes, donc des petits mammifères, rongeurs par exemple, des oiseaux, mais également des mammifères plus importants comme le chien, les cerfs et ainsi de suite. Et lors du repas sanguin, transmet la bactérie qui peut causer par exemple chez l'humain un érythème migrant, mais aussi des formes chroniques d'infection avec des troubles neurologiques et rhumatologiques importants. Alors, quel est l'impact de la biodiversité sur la maladie de Lyme? En fait, la tique donc, se nourrit sur plusieurs types d'animaux, mais évidemment, la susceptibilité de ces animaux à l'infection par la bactérie est très différente. Alors, dans le cas de Borrelia, les rongeurs en fait sont particulièrement susceptibles. Donc si vous avez un écosystème qui est riche en rongeurs, vous allez avoir beaucoup de Borrelia dans les rongeurs, et donc la tique, quand elle se nourrit au contact des rongeurs, va être fortement infectée, et si une tique se nourrit sur l'humain, la probabilité d'infecter l'humain va être très forte. Par contre, d'autres animaux, comme par exemple l'opossum aux États-Unis, sont très résistants à la bactérie. Et donc les tiques qui se nourrissent sur ces mammifères plus gros seront peu infectés, et donc transmettront peu l'infection à l'humain. Donc on a des animaux qui vont être des amplificateurs et d'autres animaux qui vont plus avoir un effet tampon et qui vont réduire la présence de l'agent pathogène. Donc, quand on perturbe un écosystème, donc on l'urbanise, ce qu'on fait principalement, c'est d'éliminer tous les grands mammifères et donc principalement les prédateurs. Donc par exemple, pour la maladie de Lyme, ce qui est évident, c'est que plus on urbanise le milieu, plus on va enlever tout ce qui est rapaces, prédateurs, renards, et ainsi de suite, et plus on va avoir une prolifération des petits rongeurs. Et donc une multiplication, en fait, des réservoirs de Borrelia, et donc une augmentation de la fréquence des risques pour les tiques se nourrissant sur ces rongeurs d'infecter l'humain avec Borrelia. Donc il y a un lien clair entre biodiversité et fréquence d'infection pour certains agents pathogènes. Alors, de manière générale, j'ai déjà esquissé un peu le problème, mais ici je vais essayer d'être systématique. Il y a une relation claire entre la fréquence d'infection, le type d'infection et l'organisation des sociétés humaines. Donc,
l'être humain est passé par différents stades d'organisation en termes de société. Donc, pendant très longtemps, l'être humain a eu une organisation en petits groupes de chasseurs-cueilleurs. À moins 10 000 ans, suite à l'invention de l'agriculture, on a complètement changé d'organisation. On est passé d'un type de vie nomade à un type de vie sédentaire. Et avec l'industrialisation, il y a à peu près 200 ans, on est passé à la création de villes de plus en plus importantes, de millions à dizaines de millions d'individus. Donc, chacune de ces évolutions structurelles a représenté ce qu'on appelle une rupture pathocénique, donc une rupture d'équilibre entre micro-organismes et l'hôte. Et donc, chaque rupture a entraîné une reconfiguration particulière du pool d'agents infectieux. Donc c'est un vaste problème, je vais essayer ici juste de vous donner quelques lignes de fil conducteur. Donc par exemple, au stade nomade, vous avez un très petit nombre d'individus humains, vous avez des faibles contacts entre ces différents groupes, et étant donné que les gens sont nomades, vous avez peu de contacts avec par exemple de l'eau polluée par des excréments. Dès qu'on passe à un stade de vie plus sédentaire, agricole, le nombre d'individus augmente fortement, au moins d'un facteur 10, et le fait d'être sédentaire va augmenter les contacts avec les eaux souillées et les excréments. Souillés par l'humain, mais aussi souillés par l'animal. Je vous rappelle qu'on a utilisé les excréments animaux et humains comme fertilisants pour les sols pendant très longtemps. Alors, qui dit agriculture dit aussi besoin d'eau. Donc les humains se sont mis à habiter à côté de points d'eau, ce qui permettait d'irriguer les champs. Les points d'eau sont indispensables pour la multiplication des insectes. Et donc, de nouveau, en fonction de l'organisation de l'environnement, on va augmenter la fréquence de certains types d'infections. Enfin, une organisation agricole, ça veut dire des surplus alimentaires, ça veut dire une possibilité de commerce. Et qui dit commerce dit dissémination, dit transport à longue distance. Et donc dans certains cas, dissémination des agents infectieux. Alors l'industrialisation a progressivement séparé l'agriculture et le lieu de vie. On a la campagne où l'agriculture est réalisée et le lieu de vie est ville. Et on a de plus en plus de gens qui vivent dans les villes. Donc à partir du début du XXe siècle jusqu'aux années 2000, on est passé de 10% des individus qui vivaient dans les villes à plus de 50% en 2000, et 70% dans le cas de certains pays. Donc on a eu une compartimentalisation très importante, et ça a permis notamment de réduire les risques de zoonose. Dans les pays fortement industrialisés, où la majorité des gens vivent dans des villes, on a moins de problèmes de zoonose parce qu'on a recompartimentalisé. Par contre, l'industrialisation a augmenté le commerce international, et donc comme on l'a vu, augmenter les possibilités de dissémination au niveau planétaire. Donc on peut noter que l'agriculture, en changeant le mode de vie, a entraîné une véritable explosion des épidémies. Donc la sédentarisation a posé le problème de la gestion des excréments humains, donc ce qui a provoqué l'apparition explosive de pathogènes digestifs humains, et les échanges commerciaux et les guerres qui y sont associés ont entraîné une diffusion plus rapide des épidémies. Donc cette multiplication des contacts, ça a permis à de nombreux micro-organismes de devenir pathogènes pour l'homme suite à une cohabitation longue entre l'homme et l'animal. Donc il y a plusieurs exemples historiques maintenant bien établis. Donc la variole dont on a parlé, elle aurait évolué à partir d'un poxvirus infectant le chameau il y a 4000 ans. Elle se serait adaptée à l'humain parce qu'on élève des chameaux. La rougeole, elle a évolué à partir d'un virus infectant le bétail il y a à peu près 7000 ans. Et la tuberculose, Mycobacterium tuberculosis, aurait évolué à partir de Mycobacterium bovis qui infecte le bétail. Donc ces trois fléaux majeurs, on les doit en fait en grande partie au développement de l'agriculture. Donc la résolution des infections d'origine fécale et des principales zoonoses, elle est récente. Le péril fécal, il n'a été réglé que grâce au drainage des eaux usées et à la sécurisation du circuit d'eau potable au XXe siècle. Et les zoonoses n'ont été réduites que suite à la séparation de plus en plus drastique entre les animaux d'élevage cantonnés à la campagne et isolés dans des fermes et les populations qui sont concentrées
dans les mégalopoles. Donc on peut conclure que les maladies infectieuses humaines ont évolué avec l'organisation socio-économique des sociétés. Et donc le type d'organisation influe sur la composition de l'holobionte, l'alimentation via l'alimentation, l'hygiène, et sur les possibilités de contact et de transmission des pathogènes. Alors je dois encore parler des agents pathogènes émergents, j'en avais déjà dit quelques mots. Donc je vous rappelle que pendant un certain temps, en fait jusqu'à la découverte du HIV, on a pensé que le nombre d'agents pathogènes infectant l'humain était fixe, et donc qu'on pourrait un jour progressivement éliminer la majorité de ces agents pathogènes. Donc le HIV a remis, je dirais, les compteurs à zéro, et donc le livre des maladies infectieuses, entre guillemets, restera ouvert. Et bien ouvert, étant donné que de très nombreuses maladies infectieuses apparaissent. Donc on a identifié 335 nouvelles maladies infectieuses émergentes entre 1940 et 2004, dont 60% sont d'origine animale, ce sont des zoonoses. Donc comme j'ai essayé de vous le montrer précédemment avec toute une série d'exemples, il y a une corrélation très nette entre facteurs socio-économiques, environnementaux et écologiques, et l'émergence de nouvelles maladies infectieuses. Et donc les paramètres qui jouent le plus, c'est la densité de population, l'usage des sols, l'agriculture, l'invasion des écosystèmes naturels, le commerce d'animaux sauvages. Et donc ça permet d'établir des cartes avec des fréquences de risque d'émergence de nouveaux agents infectieux. Vous voyez que ça colle très bien avec les principales émergences des 20 dernières années, que ce soit le H1N1, les SARS-CoV, Ebola en Afrique de l'Ouest par exemple. Alors il y a également un lien très net entre activité agricole et épidémie. Donc les activités agricoles sont associées à 25% de toutes les émergences d'animaux infectieux et à près de 50% des zoonoses émergentes. Il y a également un lien très net entre envahissement des écosystèmes et épidémie. Donc le HIV, c'est une des références en la matière. Donc son émergence dans les années 2020-2030 est clairement due à une augmentation de la chasse et de la consommation de viande de chimpanzé dans la région de Kinshasa. Donc, en conclusion, on ne peut pas considérer que les épidémies et les pandémies sont ce que certains économistes appellent des signes noirs, donc des événements qui seraient imprévisibles et exogènes au système socio-économique. Donc il faut vraiment bien prendre conscience que nous avons une responsabilité structurelle dans l'émergence de nouveaux agents pathogènes et dans la dissémination des épidémies. C'est la structure socio-économique de nos sociétés qui va favoriser ou non le développement de nouveaux agents pathogènes et leur dissémination. Donc il faut aussi prendre acte que dans un monde globalisé, hyper interconnecté, les pandémies sont devenues inévitables. Et que ces pandémies ont un impact en retour très important sur le socio-économique. Donc le socio-économique et les épidémies forment une boucle d'interaction très très importante. Et il faut aussi absolument prendre en considération que notre capacité de réponse aux pandémies, aujourd'hui, est extrêmement limitée. Comme vous l'avez vu, il faut très longtemps pour produire un vaccin, même si on va de plus en plus vite, et si on a de la chance de se retrouver face à un agent pathogène où on peut produire un vaccin, ça prend quand même un an. Un an, ça peut représenter des millions d'individus morts de suite d'une infection, et ça a également un impact très important sur l'économie, et donc sur les services publics et les soins de santé en général. Si on prend l'épidémie de SARS-CoV-2, on est encore très loin d'avoir le bilan de cette épidémie.